De 2019 à 2022, il était l'un des communicants des mercenaires russes de Wagner, le centrafricain Efrem Yaliké. Depuis, il a décidé de quitter son pays. Laurent Richard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur et directeur exécutif de Forbidden Stories, un réseau international de journalistes qui poursuit le travail d'autres journalistes assassinés ou menacés. Pourquoi Efrem Yaliké a-t-il décidé de ne plus témoigner dans les médias ? En tout cas, il a beaucoup témoigné ces derniers jours, ces dernières semaines à un grand nombre de médias qui ont enquêté pendant une année, voire 2 années, sur la désinformation en Russie. Et là, sur le moment de la publication, vu les paroles et les propos qu'il révèle, les informations qu'il révèle, il est plutôt concentré sur sa sécurité là en ce moment. Justement, pour mieux comprendre tout cela, on va regarder le trailer de Forbidden Stories sur son histoire. Qu'est-ce que tu as dit avec les instructeurs russes en Centrafrique? Je remercie les instructeurs russes parce que dans notre village, on ne tue plus. En septembre 2022, un jeune journaliste centrafricain, Efrem Yaliké, échange ses messages sur Telegram avec un membre d'Africa Politology, une organisation officieuse de propagande russe en Afrique. Malgré les menaces et le danger, Efrem a choisi de rendre public ce qu'il a observé de l'intérieur. Vivant aujourd'hui à l'étranger et dans un lieu tenu secret, il révèle les rouages de la machine de désinformation russe. Rester à Centrafrique et le dénoncer, c'est risquer sa vie. Grâce à son témoignage, Forbidden Stories et 10 médias partenaires ont pu enquêter sur les rouages des opérations informationnelles russes menées par les communicants d'Evgeny Prigojine en Centrafrique depuis 2018. Aujourd'hui, nous dévoilons leur stratégie de manipulation de l'information, leur méthode d'intimidation brutale envers les journalistes, mais aussi l'identité de l'un des maillons de cette machine d'influence, toujours à l'œuvre aujourd'hui en Centrafrique, malgré la mort du patron du groupe Wagner en 2023. Laurent Richard, comment s'est passé le recrutement par Wagner d'Efrem Yaliké ? En fait, ça se passe en 2019, un an après que les Russes soient arrivés en Centrafrique. Et une des premières choses que les Russes ont mené quand ils sont arrivés sur le territoire, c'était d'installer et de programmer une campagne de désinformation. Et ça passait par le recrutement de journalistes locaux comme Efrem Yaliké, qui un jour se voit donner un rendez-vous dans une pâtisserie à Bangui par un certain Misha, qui en réalité, donc derrière ce pseudonyme se cache un agent d'influence au service de la Russie et travaillant pour la galaxie Prigojine, la galaxie Wagner, qui va lui demander de rédiger de transformer des communiqués en articles. Et quand d'ailleurs Efrem Yaliké voit les Russes arriver, il les voit plutôt d'un bon œil, en tout cas en se disant qu'ils vont peut-être arriver à installer la paix dans mon pays. Il les voit avec cet œil-là. Et c'est presque avec un sentiment patriotique qu'il va accepter cette demande et commencer à transformer des communiqués en articles, à diffuser ces articles auprès d'autres rédactions, à recruter des experts pour qu'ils puissent aller intervenir sur une radio développée par les Russes en Centrafrique. Tout un travail, en fait, de désinformation avec pour objectif de mettre en avant exclusivement les intérêts russes et surtout et aussi de chasser l'Occident à l'extérieur des frontières de la Centrafrique. Et pour attirer ces journalistes locaux, la méthode utilisée, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est ce qu'il a révélé à Léa Perruchon, qui a dirigé et coordonné cette enquête pour Forbidden Stories, qui a aussi coordonné le travail de 10 organisations partenaires. Efrem Yaliké a rencontré Léa Perruchon en lui montrant des éléments accablants, des preuves de communication avec l'organisation russe sur place, ce qu'il lui demandait. En échange de quoi? Donc en échange d'argent, 30 000 francs CFA qui lui étaient versés pour chaque article qu'il publiait ou qu'il faisait publier. Et donc par ces sommes-là, ils ont finalement réussi à diffuser de fausses informations. Cet argent-là aussi permettait d'organiser des contre-manifestations contre les intérêts des Nations Unies
On a vu des populations rassemblées qui se mobilisaient contre la MINUSCA avec des panneaux Stop MINUSCA. En réalité, Ephrem Yalike révèle dans cette enquête que ces gens-là étaient rémunérés pour tenir ces pancartes. Et des pancartes qui étaient fabriquées par Misha, le fameux Misha. Tout ça a été piloté par cet homme, Misha, qui auparavant avait opéré aussi au service des intérêts russes au Soudan et qui communique et qui appartient effectivement à une galaxie de personnages qui ont été déployés sur le sol centrafricain dès 2018-2019. Et pourquoi Ephrem Yalike a-t-il décidé de quitter la Centrafrique et de témoigner sur les opérations de communication de Wagner? En fait, dans un premier temps, il a vu les Russes arriver donc, avec un ressenti assez favorable en se disant qu'ils allaient installer la paix. Et donc, il travaillait pour eux. Et puis un jour, il a pris peur. Il a pris peur parce qu'il a compris quelles étaient leurs méthodes. Il a compris aussi qu'ils étaient coupables d'exactions contre les populations civiles. Et en fait, les Russes lui demandaient à boire, par exemple, ouais. Et qui lui demandaient de maquiller le massacre commis contre des Peuls, par exemple, sur place à Bouar. Et cet épisode de Bouar lui a fait prendre conscience qu'il était en train de travailler pour des gens extrêmement dangereux, qu'il était temps pour lui de partir, et que aussi, au nom et pour servir en fait les Centrafricains et ceux qui travaillent comme journalistes là-bas, il a pensé que c'était extrêmement important, au nom de l'intérêt général, de révéler ce qu'il savait et ce qu'il avait pu observer et de fournir, au-delà de ça, les preuves de tout ça. Mais comment, techniquement, il a pu quitter la Centrafrique? Alors, il a quitté la Centrafrique avec une obligation d'urgence, c'est-à-dire que pour lui, c'était extrêmement important de pouvoir donner ces informations-là, mais il était... Parce qu'il était suivi par les services secrets russes. Les Russes étaient après lui. Les Russes savaient qu'il y avait un énorme risque de fuite en laissant partir Ephrem Yalike, et il a trouvé un moyen. Alors, je ne peux pas vous révéler exactement comment il a pu sortir du pays, mais il est sorti du pays pour pouvoir, au nom de l'intérêt général, donner ces informations-là et au passage prendre des risques extrêmement importants pour sa propre sécurité. Mais que fait le gouvernement dans tout cela face aux Russes ? Le gouvernement centrafricain face à tout cela, il a d'abord commencé par inviter les Russes dès 2018 sur son propre pays. Il y a eu un conseiller russe qui était d'ailleurs détaché auprès de la présidence centrafricaine. Je crois qu'on a vu un ministre centrafricain en exercice porter un t-shirt marqué « Je suis Wagner ». Des fermatrolles avaient été localisés près de la présidence à Bangui aussi. Donc les Russes sont à minima dans un rôle de soutien et de complicité par rapport à ce système de désinformation, parce qu'il y a des intérêts conjoints. Les Russes sont là pour... La désinformation, c'est un outil d'accès au pouvoir. C'est-à-dire que finalement, ça coûte moins cher de désinformer que d'informer, c'est surtout beaucoup moins risqué. Donc ils désinforment pour accéder à du pouvoir, de l'influence, chasser l'Occident à l'extérieur des frontières, récupérer des minerais, donc de la ressource et donc de l'argent. Donc la désinformation est un outil au service de cette géopolitique-là. Et est-ce qu'il y a des recrutements de journalistes par Wagner dans d'autres pays africains? Oui, ce qu'on voit et ce qui se passe depuis 2018 et ce qu'on a vu en Centrafrique en fait se réplique au Niger, au Burkina Faso, au Mali, où de la même façon, on voit par exemple des allers-retours qui sont financés par les Russes pour emmener des journalistes d'un pays, du Mali par exemple, pour aller faire un voyage et suivre une formation à Moscou ou en Russie. Donc on voit une sorte de pattern, de comportement qui se répète, la même feuille de route qui se répète, les mêmes outils, la même technique de désinformation, et on le voit effectivement sur un certain nombre de pays et en peu de temps. Merci Laurent Richard. Je rappelle que vous êtes le fondateur et directeur exécutif de Forbidden Stories. Merci à vous.